48 heures ont suffi pour fissurer 20 ans d'immobilité sahélienne. Ce contraste brutal entre une décision locale fulgurante et des décennies d'attente imposée révèle un écart inattendu, où la vitesse tactique heurte soudain l'inertie politique sans que le public n'ait le temps d'en saisir toutes les implications. Alors que chacun croyait connaître les limites régionales, une question surgit: qu'est-ce que cela change vraiment pour un territoire qu'Ibrahim Traoré tente de relever selon ses propres règles? Et si cette rupture annonçait dans les prochains jours une lecture entièrement neuve du Sahel? Le basculement d'octobre 2025 fait naître une promesse rare: comprendre comment d'une décision sahélienne assumée depuis le terrain peut remodeler un espace longtemps défini par l'attente et les injonctions venues d'ailleurs. Cette promesse, saisir en 12 mots la cohérence d'un territoire qui choisit enfin d'agir avant le danger, ouvre un bénéfice clair pour le public: comprendre ce que signifie concrètement reprendre la maîtrise du tempo stratégique. Dans les couloirs de Ouagadougou comme dans les marges du désert, l'enjeu n'est pas abstrait. Il tient à la possibilité de convertir un moment fulgurant en méthode durable, capable de résister aux lenteurs diplomatiques, aux pressions extérieures et aux dérives internes qui menacent toujours un modèle naissant. Par ailleurs, la tension reste vive. Si la souveraineté nouvellement affirmée se fragilise, le Sahel pourrait retomber dans le cycle d'attente qu'il tente justement d'abandonner. Mot pour introduire ce point. Le public découvre que la question n'est plus comment la victoire a été acquise, mais si cette transformation peut tenir une fois l'urgence dissipée. Deux faits émergèrent presque simultanément, formant une révélation importante intervient décisif. Un signal intercepté avant l'aube du 2 octobre 2025 et une modification discrète dans la manière dont les armées sahéliennes interprétaient leurs propres données. Une troisième mesure compléta ce basculement: la chronologie du danger cessait de dicter la chronologie de la décision, inversant un enchaînement vieux de 20 ans et transformant l'espace sahélien en acteur, non plus en récepteur. Ces troncs glissements apparemment mineurs que se structure la dynamique nouvelle. Un réseau d'alerte locale, stabilisé après des mois d'essai, remplace progressivement les validations extérieures. Autour de Ouagadougou, les capteurs artisanaux repèrent des déplacements atypiques. Les dépôts de carburant apparaissent comme des points chauds et les antennes radio corrigées à la main transmettent sans délai. Le Sahel, longtemps perçu comme un terrain subi, devient un espace qui lit ses propres signaux avant qu'ils ne s'accumulent hors de contrôle. Sous un autre angle, ce changement n'est pas seulement technique. Il révèle un déplacement profond du centre décisionnel. Là où l'on attendait autrefois des évaluations lointaines, les équipes burkinabées, maliennes et nigériennes testent leurs scénarios en interne. Les villages du Nord, autrefois tributaires des bulletins extérieurs, réécoutent les radios locales, signe discret mais révélateur d'un récit qui revient entre les mains de ceux qui le vivent. Dans cette recomposition, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un commandant omniprésent, mais comme un stabilisateur discret. Dans une salle nue de Ouagadougou, éclairée par une ampoule fragile, il regroupe ses officiers autour d'une carte fatiguée. Rien de spectaculaire, simplement trois gestes répétés: observer, partager la charge, décider ensemble, qui donnent une cohérence nouvelle à l'ensemble des unités sahéliennes. En même temps, les premiers effets se manifestent sur des scènes ténues. Un réseau chiffré conçu à Bamako fluidifie les ordres. À Niamey, un atelier improvise les premiers drones locaux. Sur les dunes, les patrouilles autonomes apprennent à lire le terrain selon leurs propres priorités. L'enjeu se clarifie alors. Si cette transformation réussit, elle modifiera non seulement la tactique, mais la manière même dont une région longtemps contrainte peut définir son rythme. C'est à travers une figure rarement mise en avant que cette mutation prend forme.
Un officier burkinabé dont la méthode patiemment façonnée dans les marges du désert devient l'ossature d'une stratégie collective. Dans ce rôle de fil conducteur, Ibrahim Traoré ne cherche pas à imposer une autorité verticale. Il crée un cadre où chaque décision doit rester fidèle aux signaux du terrain plutôt qu'aux modèles extérieurs. Dans une salle dépouillée de Ouagadougou, il rassemble régulièrement ses commandants autour d'une carte usée, annotée de marques discrètes qui synthétisent des mois d'observation locale. Les échanges sont sobres, presque silencieux. Les officiers y apprennent un principe central. Toute décision doit être lisible, partageable et mesurée à l'aune de la cohérence sahélienne plutôt qu'à celle des impératifs importés. Ce style de commandement, discret mais exigeant, stabilise progressivement les unités. Pour ajouter un éclairage, à Bamako, une petite équipe de codeurs finalise un réseau chiffré local. Cette innovation, invisible pour le public, réduit les ruptures de transmission et permet aux patrouilles de réagir sans dépendre d'architectures éloignées. Quelques centaines de kilomètres plus loin, à Niamey, un atelier improvisé assemble les premiers drones sahéliens. Leur vol d'essai, modeste mais précis, démontre qu'un matériel limité peut devenir un multiplicateur d'autonomie s'il est conçu pour le terrain réel. A l'inverse, l'effet le plus décisif se produit dans la psychologie des unités. Les soldats burkinabés, maliens et nigériens ne suivent plus un schéma importé. Ils participent à une stratégie qu'ils comprennent et qu'ils reconnaissent comme la leur. Dans les villages frontaliers, les radios locales retrouvent un rôle central, signe que le récit opérationnel commence à revenir aux communautés elles-mêmes. Ainsi, une région qui réapprend à décider pour elle-même change aussi la manière dont elle se protège. L'embrasement commence avant l'aube. Les signaux interceptés quelques heures plus tôt indiquent une offensive méthodique, silencieuse, étirée en profondeur dans le désert. Les états-majors sahéliens comprennent que la préparation ennemie est réelle, précise, structurée, presque géométrique. Mais cette fois, la région n'attend plus. Activation. À 04h30, l'ordre part. Bref. Sans emphase, les radios locales s'alignent en quelques instants. Les positions synchronisent leurs angles comme un réseau unique débarrassé des délais d'interprétation extérieure. Les premiers drones sahéliens, assemblés dans des ateliers précaires mais rigoureux, montent dans le ciel froid. Leur vol reste calme, presque anormalement calme. Sous leurs caméras, les signatures thermiques ennemies dessinent un quadrillage instable. Les convois, dépôts et relais logistiques apparaissent sans filtre. Le terrain s'ouvre selon une logique locale pour la première fois depuis des années. Au centre du dispositif, Ibrahim Traoré répète aux officiers une ligne directrice simple: définir le champ de bataille avant que l'ennemi ne le fasse. À 05 AR00, les batteries SR5 du Burkina Faso rugissent. La première salve frappe les motos, cœur de la mobilité ennemie. La seconde pulvérise les dépôts de carburant. La troisième réduit les postes de commandement à un silence soudain. Chaque tir suit d'un protocole commun établi entre Bamako, Niamey et Ouagadougou. Aucune intervention extérieure, aucun relais lointain. L'action devient pleinement sahélienne. Point culminant. À midi, la colonne principale ennemie est aveugle. Le désert se retourne contre elle. Les drones maliens corrigent les trajectoires en continu. Les unités nigériennes verrouillent les couloirs d'approche. Les soldats burkinabés progressent sous le couvert des dunes, non pour appliquer un schéma étranger, mais pour défendre leur propre territoire. Dans les villages voisins, les habitants se réveillent au grondement des explosions. Un officier note que la résistance ennemie perd sa cohérence. Les relais sont détruits, les routes coupées.
Les chaînes logistiques s'effondrent, pièce après pièce. La mécanique AES, intelligence rapide, mobilité permanente, unité de décision, déploie brutalement son efficacité. Chaque mouvement compte, chaque transmission gagne des secondes, chaque correction s'effectue sans hésitation. Ce qui devait être une suite de réactions fragmentées devient une manœuvre régionale unifiée. Les unités sahéliennes, longtemps dépendantes des validations extérieures, fonctionnent désormais comme un organisme unique. Les minutes prennent une valeur stratégique. Les erreurs diminuent. La cohérence s'installe. Répercussions. Au crépuscule, la fumée recouvre Tindiban. Le combat cesse par épuisement mutuel, mais l'équilibre psychologique a déjà basculé. Les soldats comprennent qu'un seuil vient d'être franchi. Les 20 années d'humiliation, de lenteur, d'alerte mal synchronisée semblent s'effondrer en 48 heures. Dans les villages du Nord, les radios locales remplacent les bulletins étrangers. Le récit change de main. Les habitants murmurent: cette fois, c'est nous. Les états-majors sahéliens notent qu'ils contrôlent pour la première fois leur propre tempo opérationnel. Pas de drapeau triomphant, pas de célébration spectaculaire, juste un silence dense. Un silence qui marque la fin d'un cycle. Cette séquence révèle une évidence nouvelle. Lorsque les décisions sont locales, la vitesse cesse d'être un accident. Elle devient une méthode. Le basculement tactique observé en octobre 2025 ne repose pas sur une impression ou un récit reconstruit après coup. Il s'appuie sur 3 indicateurs concrets, mesurables, vérifiables, qui montrent comment une région longtemps dépendante d'architectures extérieures a pu redéfinir son rythme interne. Le principe baseline delta devient ici essentiel. Comparer ce qui existait avant l'offensive à ce qui émerge après, sans extrapolation ni ajout de données non présentes dans la source. Premier indicateur: plus de 120 positions ennemies neutralisées en moins de 48 heures. Dans l'historique régional, des opérations de même nature prenaient traditionnellement plus d'une semaine. Le Sahel partait donc d'une baseline marquée par la lenteur, la dispersion des forces et la dépendance à des validations lointaines. Dans cette offensive, la dispersion ennemie, habituellement un atout, devient une faiblesse. Le réseau sahélien, structuré sur un an, permet de frapper vite, mieux et plus précisément. En d'autres termes, 10-12 mots. La vitesse découle d'une circulation d'informations enfin stabilisée et cohérente. Deuxième indicateur, une zone d'opération estimée à près de 604 km. Autrefois, un périmètre de cette ampleur était considéré trop vaste pour une coordination strictement locale. La baseline reposait sur des interventions appuyées par des architectures étrangères, des satellites distants ou des transmissions dépendantes d'acteurs non sahéliens. Ici, aucune de ces structures n'intervient. Les drones locaux servent d'amplificateurs de portée, tandis que les antennes artisanales étendues sur plusieurs mois offrent une cartographie cohérente. En d'autres termes, 10-12 mots. L'extension prouve que la logique sahélienne dépasse ses limites habituelles. Troisième indicateur, des pertes civiles inférieures à 3%. Dans des opérations de cette intensité, le taux était autrefois nettement plus élevé, car les séquences décisionnelles souffraient de ruptures techniques ou de validations trop lentes. Le delta observé ici n'est pas une coïncidence. La sélection des cibles repose sur des flux d'images stabilisés, des protocoles unifiés entre les 3 armées partenaires et une discipline opérationnelle testée dès les premiers mois de l'AES. Loin d'être abstrait, ce chiffre représente des vies épargnées, des déplacements évités, des villages préservés. En d'autres termes, 10-12 mots
Le taux reflète une maîtrise opérationnelle rarement atteinte jusque-là. Sous un autre angle, ce trio de mesures formait un ensemble cohérent plutôt qu'une collection d'exploits isolés. Elle valide un an d'expérimentation technique menée entre Bamako, Ouagadougou et Niamey. Chaque antenne artisanale ajustée dans la chaleur du désert, chaque carte radio redessinée sous pression, chaque protocole éprouvé dans les dunes contribue à une même mécanique, transformer la décision locale en architecture durable. Autour de cette dynamique, Ibrahim Traoré n'incarne pas un commandement omniprésent, mais un garant silencieux du cadre. Son rôle consiste à maintenir la cohérence dans laquelle ces indicateurs peuvent réellement exister, en évitant les ruptures, les hésitations ou la dépendance aux diagnostics extérieurs. Par ailleurs, l'impact humain reste central. Pour les soldats burkinabés, maliens et nigériens, ces chiffres racontent des routes rouvertes, des marchés plus sûrs, des familles moins contraintes à l'exil. Pour les villages frontaliers, ils décrivent un récit qui redevient lisible, un espace où l'on revient à la normale sans attendre des interventions venues d'ailleurs. Ainsi, baseline et delta se répondent, le Sahel n'est plus simplement observé, il commence à se maîtriser. L'offensive sahélienne d'octobre 2025 a déclenché deux lectures opposées, chacune portée par des arguments solides. Pour les partisans du modèle sahélien, la rupture est nette. En moins de 48 heures, plus de 120 positions ennemies sont neutralisées, une zone de près de 600 km est maîtrisée, et les pertes civiles restent inférieures à 3%. Dans cette perspective, la vitesse n'est pas un hasard. Elle résulte d'une architecture locale testée pendant un an, d'un réseau chiffré conçu sur place et d'une cohérence opérationnelle qui n'existait pas auparavant. Les défenseurs estiment que cette réappropriation du tempo militaire et informationnel constitue une preuve tangible qu'un territoire longtemps dépendant peut fonctionner selon ses propres règles. Par ailleurs, les critiques expriment une inquiétude réelle. Ils redoutent que l'efficacité acquise dans l'urgence se transforme en centralisation excessive du pouvoir militaire. Le risque, selon eux, réside dans l'érosion possible des contre-pouvoirs civils, dans l'apparition d'une chaîne décisionnelle trop resserrée et dans la tentation d'un modèle où la rapidité justifierait toute dérogation institutionnelle. Plusieurs observateurs extérieurs soulignent que la cohérence tactique pourrait masquer une fragilité politique plus profonde, difficile à gérer sur le long terme. Pour ajouter un éclairage, les deux positions semblent crédibles si l'on s'en tient aux principes généraux. Pourtant, la dynamique sahélienne observée dans la source apporte une nuance importante. Les chiffres clés, neutralisation rapide, périmètre contrôlé, pertes civiles limitées, témoignent d'une discipline structurée plutôt que d'une dérive. Ils suggèrent une méthode éprouvée établie sur trois armées partenaires, et non un pouvoir solitaire imposé de manière unilatérale. La réponse Stillman tient alors dans une idée simple. L'efficacité immédiate ne garantit pas la stabilité future, mais les données présentées montrent que l'approche sahélienne, lorsqu'elle reste ancrée dans la cohérence technique et la coordination régionale, peut nourrir un équilibre institutionnel plutôt que l'affaiblir. L'autonomie bascule d'un coup. Ce moment tient en quelques secondes. Pour la première fois, les armées sahéliennes synchronisent leurs frappes et leurs déplacements en temps réel sans aucune architecture extérieure, transformant une coordination jusque-là fragmentée en une chaîne continue, presque organique. Le désert, longtemps considéré comme un handicap structurel, devient un multiplicateur de cohérence reliant drones maliens, unités nigériennes et batteries burkinabé dans un même rythme. Sous un autre angle, cette bascule dépasse la simple réussite technique. Elle révèle qu'une méthode sahélienne peut fonctionner sans validation lointaine,
sans contrôle externe, sans dépendance aux métadonnées importées. Le flux opératif gagne des secondes. Les corrections se font instantanément. Les erreurs diminuent. L'ensemble se resserre, se stabilise, s'auto-aligne. C'est à cet instant qu'Ibrahim Traoré saisit que la bataille n'a plus la même nature. Elle ne se joue plus selon les schémas hérités, mais selon une logique née sur place, éprouvée par les hommes qui en portent la charge. À ce stade, une révélation apparaît s'impose alors clairement. L'autonomie n'est plus une ambition projetée, elle existe déjà dans l'action. Cette révélation change le cadre. Elle modifie la compréhension du conflit, redéfinit la confiance interne et annonce que la suite dépendra moins des menaces extérieures que de la discipline régionale elle-même. Les retombées de l'offensive sahélienne ne se limitent pas au champ militaire. Elles se déploient dans quatre sphères distinctes, étatiques, économiques, sociales et régionales, chacune absorbant la transformation à son propre rythme, révélant comment une victoire tactique devient une recomposition structurelle. Ibrahim Traoré y apparaît comme un garant de cohérence, non comme une figure centralisatrice, car chaque évolution découle d'un cadre collectif et non d'une autorité isolée. Groupe 1, niveau étatique. Le premier impact concerne l'appareil institutionnel du Burkina Faso. Longtemps ralenti par l'insécurité, l'administration retrouve une régularité opérationnelle. Les communications internes se stabilisent, les priorités gouvernementales se clarifient et les relations diplomatiques se renégocient sur une base moins dépendante. Ce nouvel équilibre permet de recentrer la politique publique sur trois axes déjà visibles sur le terrain: la défense locale, la maîtrise technologique et la consolidation d'un récit cohérent. À l'inverse, les tensions latentes rappellent que la cohérence institutionnelle reste fragile et qu'elle doit être entretenue pour éviter un retour aux lenteurs anciennes. Groupe 2, dynamique économique. Dans l'arc sahélien, l'hypothèse d'un choc négatif lié à l'offensive ne se confirme pas. Au contraire, les premiers signes montrent une stabilisation inattendue. La baisse des attaques crée un environnement plus lisible pour les petites entreprises locales, tandis que plusieurs startups issues de l'expérience AES émergent. Cybersécurité, logistique, cartographie radio, micro-drones. Par ailleurs, l'économie reste sensible aux variations politiques, et toute perte de cohésion régionale pourrait freiner cet élan encore jeune. Groupe 3, niveau social et population. Les effets sociaux se manifestent d'abord dans les émotions. Dans les villages du Nord, un sentiment de dignité revient après des années d'exil forcé. Les déplacés commencent à retourner dans leur localité d'origine, soutenus par la réduction des attaques et la réouverture de certains axes routiers. Les écoles improvisent des cours autour de la doctrine intelligence, mobilité, unité, preuve que la victoire s'enracine désormais dans le tissu éducatif. Les marchés reprennent une activité lisible. Toutefois, la population reste attentive. La confiance est réelle, mais exige que la sécurité demeure constante. Groupe 4. Région, coordination sahélienne. Autour du Mali, du Niger et du Burkina Faso, la coopération régionale gagne en profondeur. Une structure de sécurité ancrée à Niamey et non plus excentrée dans des capitales étrangères émerge pour coordonner doctrine, infrastructure et vigilance commune. Ce repositionnement crée un précédent discret mais important. La décision stratégique commence à se concentrer en Afrique de l'Ouest elle-même. Les observateurs extérieurs y voient un modèle possible mais encore fragile, dont la pérennité dépendra de la discipline collective plus que des succès ponctuels. À travers ces quatre dynamiques, une évidence s'impose. La victoire tactique n'est qu'un déclencheur.
Le véritable changement réside dans la capacité du Sahel à modifier ses comportements, ses institutions et ses attentes. Une transformation qui ne devient durable que lorsqu'elle se répète dans le quotidien. Les 6 à 12 prochains mois ne prolongeront pas mécaniquement l'offensive, ils en testeront la cohérence. Le Sahel entre dans une zone où chaque choix institutionnel peut consolider ou fragiliser les acquis récents. Le cœur de la lecture repose sur 3 trajectoires, construites non comme des prédictions, mais comme des cadres conditionnels. Si certaines variables se maintiennent, alors un scénario devient possible. Scénario 1. Trajectoire probable. Base case. Dans cette configuration, l'Alliance sahélienne conserve sa cohésion opérationnelle. Les réseaux chiffrés éprouvés pendant l'offensive continuent d'assurer une communication stable entre Bamako, Ouagadougou et Niamey. Les réformes internes avancent à un rythme lent mais régulier. La coordination militaire reste lisible et les priorités institutionnelles demeurent alignées. Si les armées parviennent à garder le même niveau de discipline, alors les risques de rupture tactique diminuent nettement. Cependant, une fatigue institutionnelle pourrait apparaître. Trop d'urgences simultanées disperseraient l'effort et réintroduiraient les lenteurs du passé. Scénario 2. Trajectoire optimiste. Dans cette perspective, la doctrine sahélienne, intelligence, mobilité, unité, devient un modèle régional. Plusieurs partenaires africains pourraient s'en inspirer pour renforcer les coopérations sud-sud dans la cybersécurité, la défense locale et l'architecture radio. Si la gouvernance reste disciplinée et si l'environnement international n'accentue pas les pressions, alors la marge de manœuvre diplomatique s'élargira, donnant au Sahel un espace d'action plus autonome. Ce scénario suppose un maintien strict de la cohérence interne. Sans alignement politique, même une dynamique favorable pourrait perdre son élan. Scénario 3. Trajectoire fragile. Ici, les divisions politiques internes ressurgissent et affaiblissent la coordination militaire. Les campagnes de désinformation extérieure exploitent les tensions. Les investisseurs se retirent. Les chaînes opérationnelles se dégradent progressivement. Si les divergences s'accentuent ou si les institutions relâchent leur discipline, alors la victoire de Tindiban risque de devenir un récit figé plutôt qu'un socle durable. Ce scénario rappelle qu'une puissance nouvellement acquise peut attirer autant de résistance qu'elle génère d'opportunités. Sous un autre angle, une recommandation traverse ces 3 trajectoires. Penser en conditions plutôt qu'en certitude. Si les priorités restent alignées, si les communautés demeurent intégrées au récit commun et si les institutions défendent la cohérence acquise, alors le Sahel pourra stabiliser son autonomie sans dépendre des fluctuations extérieures. Les répercussions de l'offensive sahélienne ne prennent sens que lorsqu'elles se connectent à celles et ceux qui observent, analysent ou vivent les transformations du Sahel. Le changement n'est plus seulement militaire ou institutionnel. Il touche la manière dont chaque groupe interprète l'autonomie retrouvée et ce qu'elle implique pour l'avenir. Groupe A. Les observateurs sceptiques. Pour ceux qui ont longtemps vu le Sahel comme un espace fragilisé par l'instabilité, la séquence d'octobre 2025 impose une réévaluation. Les mécanismes locaux, réseaux chiffrés, transmission consolidée, coordination régionale, montrent qu'une région perçue comme dépendante peut élaborer ses propres cadres d'action. Si ces observateurs reconnaissent que la rupture est réelle, ils s'interrogent encore sur sa capacité à se maintenir face aux fluctuations politiques. Leur question centrale porte sur la durée. Combien de temps une telle cohérence peut-elle tenir sans soutien extérieur? Groupe B. Ceux qui doutent de la durabilité. Ces sceptiques de long terme voient
dans la victoire sahélienne une réussite incontestable, mais craignent une vulnérabilité sous-jacente. Ils redoutent que l'efficacité immédiate masque des tensions institutionnelles plus anciennes, susceptibles de réapparaître si la discipline se relâche. Si l'architecture sahélienne parvient à préserver sa stabilité interne, alors leurs inquiétudes pourraient s'atténuer. À défaut, ils anticipent un retour progressif aux lenteurs du passé. Groupe C, les pragmatiques. Pour eux, l'enjeu réside dans la continuité de la méthode plutôt que dans le symbole. Ils considèrent que la victoire n'est pas un point final, mais une base de travail. Le Sahel ne deviendra durablement autonome que si les institutions transforment l'élan initial en structure régulière. Si les acteurs régionaux maintiennent leurs engagements, alors cette dynamique peut s'étendre au-delà du strict champ militaire. Sous ces trois angles, une idée ressort: la transformation du Sahel dialogue avec ceux qui la regardent, et chacun y projette ses attentes, ses doutes ou ses critères. Transformer une victoire ponctuelle en structure durable exige une méthode précise, appliquée sans dispersion. Le Sahel ne peut avancer qu'en définissant des étapes mesurables, chacune confiée à des acteurs identifiés, avec des critères de réussite clairs. Ibrahim Traoré en a posé le principe: ne pas laisser la dynamique se diluer dans des intentions générales, mais l'ancrer dans des gestes concrets. Étape 1: harmoniser les forces armées, immédiat, transmission. Les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger doivent aligner formation, protocole et chaîne de communication. L'objectif est simple: éliminer les ruptures techniques et réduire les délais d'interprétation. La mesure de réussite tient à la stabilité des transmissions sous pression. Étape 2: stabiliser les axes libérés. Ingénieurs, 3 à 6 mois, activité locale. Les corridors autrefois marqués par les attaques doivent devenir des itinéraires agricoles et logistiques. Les équipes techniques évaluent la reprise des marchés, l'augmentation du trafic local et la baisse des incidents. Étape 3: consolider les infrastructures numériques. Équipe radio, continue, résilience. Les réseaux chiffrés testés pendant l'offensive doivent être renforcés. Les antennes artisanales sont ajustées, les cartes radio améliorées, les systèmes consolidés pour résister aux perturbations. La performance se lit dans la fiabilité du signal. Étape 4: prévenir les tensions sociales. Collectivité, 12 mois, participation. Les régions frontalières nécessitent des programmes civils destinés à réduire la méfiance née de décennies de violence. Le succès se mesure à la participation communautaire et à la baisse des frictions locales. Étape 5: instaurer une coordination permanente. Gouvernement, structure dédiée, continuité. Un conseil régional doit suivre diplomatie, infrastructure et gestion de crise. La cohérence politique et la rapidité des réactions constitueront les indicateurs clés. Dans l'ensemble, cette méthode structure une autonomie qui repose moins sur la vitesse que sur la continuité. Lorsque le vent retombe sur Tindiban, le paysage semble étrangement familier. Les dunes, les traces effacées, et cette même lumière vacillante que les commandants partageaient des mois plus tôt dans la salle nue de Ouagadougou. Le motif revient sans emphase: une carte usée étalée sur une table, un silence attentif et des hommes qui, cette fois, savent que leur méthode n'est plus une hypothèse fragile, mais une réalité consolidée. Au milieu de cette retenue, Ibrahim Traoré demeure immobile quelques instants, observant les herbes qui repoussent là où s'élevaient autrefois les campements ennemis. Ce n'est ni une scène triomphale, ni un spectacle conçu pour être raconté. C'est une manière d'éprouver ce qui a changé et ce qui doit encore tenir. Dans cet espace, la transformation prend une forme humaine.
Elle s'inscrit dans les gestes ordinaires, dans les transmissions patientes, dans les récits que l'on se confie au crépuscule. Les habitants redécouvrent une continuité qu'ils n'osaient plus espérer, et les soldats mesurent que la cohérence construite sous la pression peut devenir un cadre durable. Phrase clé: la force ne dure que lorsqu'elle relie. La victoire de Tindiban ne s'inscrit pas seulement dans les rapports militaires. Elle se diffuse dans les gestes simples, les marchés qui reprennent, les voix qui circulent à nouveau entre villages. Cette recomposition silencieuse devient un repère social, un exemple de ce que peut produire une cohérence patiemment construite, loin des récits imposés. Dans cette dynamique, le public garde un rôle discret mais essentiel. En observant, en discutant, en partageant les signaux faibles, chacun contribue à maintenir la vigilance qui empêche les dérives et renforce la méthode sahélienne. Les échanges ouverts entre chercheurs, habitants, analystes, communautés prolongent la cohérence plus sûrement que n'importe quel symbole isolé. À un autre niveau, l'histoire sahélienne rappelle qu'une transformation durable ne repose pas sur les moments spectaculaires, mais sur l'attention collective portée à ce qui doit continuer. La continuité naît du dialogue, non de la célébration. Question ouverte. Que devient une victoire si ceux qui la regardent cessent de la questionner?